Bienvenue sur le plateau de C'est l'actu. Faut-il rétablir le service militaire obligatoire ? 80% des Français y sont favorables et des députés ont adressé au président de la République une pétition réclamant le rétablissement du service national, estimant qu'après les attentats de Paris, il fallait repenser la défense de la France. Est-ce réaliste ? Est-ce possible déjà? Et quel est l'intérêt pour la défense, l'intérêt pour les jeunes? On en parle ce matin avec Marie-France Bechtel. Bonjour, vous êtes Marie-Françoise, pardon, excusez-moi. Députée de l'Aisne, vice-présidente du club de Jean-Pierre Chevènement République moderne. Et vous avez donc lancé cette pétition pour le rétablissement du service national. Général Dominique Trinquant, bonjour général. Ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Dominique Jamais, bonjour. Journaliste, vice-président de Debout la France, et Michel Fize, bonjour, sociologue au CNRS. Marie-Françoise Bechtel, c'est vers vous que je vais me tourner en premier. Cette pétition que vous avez lancée, racontez-nous, dites-nous ce que vous demandez, ce que vous réclamez exactement. Mais l'idée s'est imposée à moi au lendemain du 13 novembre. Je me rappelle, j'étais là, je me suis dit, mais il faut faire quelque chose. Donc le dimanche, j'ai rédigé cette lettre au président de la République. Immédiatement, dès le lundi matin, un certain nombre de mes collègues l'ont signée. Je l'ai envoyée et je l'ai mise ensuite en ligne sur le site République moderne. Nous avons recueilli en 15 jours 2000 signatures, alors que c'est un petit site qui se lançait ce même jour-là. Oui. Donc effectivement, je sens que l'opinion est dans ce sens, ce qui ne veut pas dire, je ne suis pas une démagogue, ce qui ne veut pas dire que je vais dans ce sens parce que c'est le point de vue de l'opinion. Je voudrais rectifier 2 points. Oui. Pour moi, il ne s'agit pas de rétablir le service militaire, il s'agit de réinventer un service national pour le 21e siècle. Cela fait une nuance. Et deuxièmement, ce n'est pas pour moi une question de défense principalement. Nous avons une armée professionnelle, je ne la conteste pas, elle est nécessaire. C'est une question d'intégration des jeunes Français. Donc en ce sens, c'est bien la sécurité du pays à l'avenir qui est en cause, mais il ne s'agit pas pour moi principalement de participer à la défense du pays, pas principalement. D'accord. Général. Oui, je crois que les mots ont leur importance. Le service militaire avait pour objet de mettre des citoyens en armes pour la défense du pays. Le sujet évoqué par Madame la députée, c'est de faire des citoyens. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. Parce que c'est la mission de l'armée, c'est la question qu'on peut se poser. Exactement. La mission de l'armée, on le voyait dans le clip qui était présenté juste avant sur le recrutement des armées, c'est la défense par les armes. Aujourd'hui, la défense par les armes se fait vers la menace extérieure sur les théâtres extérieurs. Et en France, actuellement, avec l'opération Sentinelle, il s'agit d'une mission très, très particulière. J'ai eu l'honneur de commander des appelés jusqu'à la fin du service militaire, puisque j'ai commandé un régiment en 1997. J'adorais avoir des appelés. Les citoyens sous les armes, c'était absolument extraordinaire. Mais lorsque nous partions au combat, le problème se posait parce qu'évidemment, la formation n'était pas à hauteur de ce que nous attendions. Ouais. Donc, je crois qu'il faut bien replacer le débat. Former des citoyens est un sujet. Que les armées y participent d'une façon ou d'une autre, peut-être. Les militaires peuvent apporter quelque chose là-dedans. Les militaires, pas la défense. Oui. Ou d'anciens militaires, peut-être. Mais le service militaire en soi, à mon avis, en dehors des problèmes logistiques et financiers que tout le monde connaît, sur l'objectif à atteindre, n'est plus aujourd'hui une question sur la table. Ce n'est pas possible matériellement. Alors matériellement, ça c'est un autre sujet. Évidemment, on a diminué les effectifs des armées depuis 1997, sans s'arrêter. Aujourd'hui, il y a simplement une interruption de la décrue des effectifs et non pas une remontée en puissance. Il faut y accorder un point particulier. Et les quartiers ont été rendus, il n'y a plus de casernes. Il n'y a plus de finances pour le faire. D'ailleurs, lorsqu'en 1996-97, le président Chirac avait décidé de passer à une armée professionnelle, il avait été étudié la possibilité d'une armée mixte ou d'une armée complètement professionnelle. Et on savait que financièrement, on ne pouvait pas tenir. Donc on est parti sur l'armée professionnelle. Aujourd'hui, nous n'avons plus les moyens de remettre un service militaire dont je rappelle qu'une classe d'âge, aujourd'hui, ce sont 800 000 jeunes par an. Ouais. 800 000 jeunes par an encadrés, c'est totalement impossible. Dominique Jamais, vous êtes favorable au rétablissement d'un service national obligatoire, toujours sur ce principe d'intégration de formation des jeunes. C'est pour ça que moi je fais un petit peu la confusion, parce que quand on parle d'un service militaire, c'est préparer la défense aussi du pays. Oui. Sous quelle forme je ne sais pas, ça reste à déterminer. Ce qui est certain, c'est qu'on a supprimé dans l'indifférence ou peut-être même avec l'approbation générale, pour des raisons budgétaires, pour des raisons financières, et parce qu'on avait la vision
peut-être fallacieuse, inconsidérée, d'un monde apaisé, on a supprimé le service militaire. Bon, qu'est-ce qu'on a supprimé ? Les corvées de quartier, le balayage, le temps perdu. Bon. Mais on a supprimé aussi une des seules occasions où, en principe, toute une génération, ou en principe génération après génération, la jeunesse consacrait un peu de son temps à donner au lieu de recevoir. On a supprimé une institution qui était l'occasion d'un brassage social, d'une rencontre entre toutes les catégories, toutes les communautés, toutes les classes, qui n'existe plus maintenant. Et puis, de façon peut-être un peu légère, on ne s'est pas avisé qu'on pourrait avoir affaire à des situations comme celles que nous affrontons aujourd'hui, où l'on ressent assez cruellement, à côté d'une armée dont les effectifs ont été réduits et sont insuffisants, l'absence, la carence d'autres institutions. Il y a des pays aussi démocratiques que le nôtre, au moins aussi démocratiques que le nôtre, où il existe des institutions de genre garde nationale, où il existe des réserves, c'est-à-dire où à un moment ou à l'autre de leur vie, un certain nombre de gens sont appelés à sacrifier de leur temps à la collectivité. Je suis très sensible à ce que dit le général. Bien sûr, des questions financières, des considérations financières. Cela dit, bien qu'effectivement, on ait démantelé les casernes, qu'on les ait affectées à d'autres usages, peut-être n'est-il pas insensé, au lieu de payer pendant une année, par exemple, des gens pour qu'ils pointent à Pôle emploi, peut-être n'est-il pas stupide de les employer, et ça ne coûterait pas plus cher, à une tâche civique, à une tâche d'utilité publique. Oui. Alors, Michel Fils, vous avez, mené une étude, vous avez participé à une étude justement sur les jeunes et le service militaire. Donc c'est un mythe, cette idée de répondre à oui, c'est ça, voilà, c'est ça. En 95-96, à l'initiative du président de la République et coordonné par le secrétariat général de la Défense nationale, avait été mis en place un groupe de travail auquel j'avais participé, justement pour éclairer le sens du service national, s'il en est encore un, et notamment cette question de brassage. Et nous avons effectivement beaucoup auditionné à l'époque, et le brassage n'existait plus, et il n'existait plus déjà depuis fort longtemps. Voilà. Donc il y a un mythe, d'un retour pour effectuer ce brassage de toutes les... Il y avait eu une dégradation du service militaire. Il n'y avait plus de brassage en effet, et il faudrait le rétablir. Excusez-moi de vous dire, c'est pas parce qu'une institution a des défauts qu'il faut la supprimer, il faut modifier les défauts. Alors, peut-être laisser finir Michel Fils. Voilà. Alors, vous savez, moi, ça me fait penser sur l'expérience tout à fait. Je vais prendre un autre ordre d'idée. L'école va mal, remettons un uniforme sur le dos des élèves et tout ira mieux. Voilà. C'est à peu près du même ordre. Alors, d'abord, effectivement, c'est impossible. On n'a pas cité de chiffres, mais quand même en citer. C'est Xavier Bertrand, d'ailleurs, qui avait fait une simulation il y a tout juste un an. Bon, un rétablissement pour 800 000 à 900 000 jeunes gens et jeunes filles, ça coûterait au bas mot, 6 milliards par an. Au bas mot. Bon, sans compter le fait qu'effectivement nous avons vendu des dizaines et des dizaines de casernes. Le président Hollande, d'ailleurs, en juin dernier, a remis en vente 60 terrains de casernes supplémentaires. Donc il faudrait aussi racheter, à supposer que ce soit possible. Voilà. Alors, moi, je pense que ce qui me gêne beaucoup, vous avez évoqué le 13 novembre, ce qui me gêne beaucoup, c'est quand même l'arrière-pensée qu'il y a derrière, à savoir qu'on aurait une jeunesse absolument immorale, incivique, qu'il faudrait absolument remettre au pas. Voilà. Parce qu'effectivement, il y a des jeunes terroristes, effectivement, mais je signale quand même qu'au Bataclan, ce sont aussi une majorité de jeunes qui ont été tués. Alors nous avons quand même des dispositifs aujourd'hui. Bon, nous avons d'abord le service civique, dont on souhaite la généralisation. Je crois que c'est une bonne mesure. Nous avons aussi un dispositif qui est très méconnu pour les jeunes en très grande difficulté. Je regrette qu'il était très méconnu. Je l'ai étudié aussi à une époque. C'est le dispositif Défense Deuxième Chance. Voilà. Très méconnu, malheureusement, parce que c'est très efficace. Et ça permet de redonner, justement, ce que disait Dominique Jamais, un sens. Voilà. Pourquoi, effectivement, ne pas utiliser ce que l'on dispose ? Alors, c'est vrai que c'est un dispositif qui coûte cher, mais quand même, il rapporte en termes de réinsertion, de formation qualifiante. Voilà, c'est tout à fait utile. Là. Donc ne nous embarquons pas dans quelque chose qui, de toute façon, est impossible en termes financiers, rétablissement. Et je ne suis pas certain que les jeunes aient envie de repartir 1 an ou 10 mois en service obligatoire. Effectivement, vous avez corrigé ce que je disais par rapport à la défense, sauf que c'est
pétition, elle est intervenue, vous l'avez lancée après le 13 novembre. Absolument. Donc le lien est quand même là. Il est quand même là. Oui, mais il est là, mais parce que le 13 novembre, c'est pas seulement, encore une fois, la défense et plutôt la sécurité au sens large du pays, y compris la protection civile. Il n'y a pas l'armée, qui est la formation au secours, par exemple, pour la population qui est en cause. C'est quand même aussi la question du terreau de l'intégration. Je crois qu'il ne faut pas en rester à des idées un peu simplificatrices, si vous me le permettez. De même que je vous ai dit tout à l'heure, voyez-vous, ce n'est pas parce qu'un système a des défauts qu'il faut le supprimer. Il faut se demander si le système était dans son principe bon et il faut le rétablir autrement. Vous n'avez pas supprimé la sécurité sociale parce qu'il y a des abus. Donc, pour moi, ce n'est pas un raisonnement. Et le deuxième raisonnement, c'est celui d'une jeunesse qui n'est pas une jeunesse en déshérence. Non, la jeunesse n'est pas en déshérence. Mais non, je vous l'affirme, j'ai une circonscription, enfin je vois quand même beaucoup de gens sur le terrain qui ne sont pas les quartiers d'ailleurs, hein, c'est en province. Non, Est-ce que je peux dire simplement l'intégration, un mot, non mais une phrase. Je pense, pour moi c'est un principe fondamental. L'armée n'a pas à se substituer à l'éducation nationale. Pardon, mais et d'abord, elle ne le veut pas. Et d'abord, elle ne le veut pas. Pardon, elle n'est pas faite pour ça. Lorsque le service a été supprimé, l'officier de l'état-major s'est beaucoup soucié du lien armée-nation. Je le sais parce qu'à l'époque, je dirigeais l'ENA. Et j'ai rencontré, à leur demande, des officiers généraux qui m'ont dit leur souci de rétablir ce lien armée-nation et comment faire. J'ai d'ailleurs rétabli à l'époque au moins des conférences sur la question de défense. Mais je voudrais revenir sur une autre idée un peu simplificatrice quand même. Je pense que la question du coût doit être traitée. Je ne suis pas une députée irresponsable. J'étais un technocrate toute ma vie. Je suis sensible à la question budgétaire. J'ai même été élevée dans cette question budgétaire. Quand j'ai fait l'ENA, c'était l'époque Barre. C'est vous dire à quel point je peux être sensible à la question. Je crois qu'il ne faut pas dire, dans le meilleur des cas, c'est impossible. Je ne crois pas qu'un pays comme la France doive poser des problèmes comme ça. C'est ce qui me... Général. Il y a plusieurs points, parce qu'on cite ici et là différentes formules. D'abord, le lien armée-nation, vous avez raison de le souligner, c'est un souci permanent. L'armée, c'est l'armée qui va défendre la nation et donc il y a un lien à établir. Je soulignerai simplement qu'on ne peut pas critiquer la Grande-Bretagne sur le fait qu'il y a un lien nation-armée très fort et pourtant il n'y a pas de service militaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc en revanche, on met tout un ensemble de mesures. Alors garde nationale, on met service militaire volontaire, on met réserve et on met service civique. Dont le président, lors des vœux, a souhaité la généralisation. Il faudra dire ce qu'il y a derrière généralisation. Pour les réserves, on passe de 25 000 à 40 000 hommes. Les réserves existent en France. Là aussi, c'est un problème budgétaire. Aujourd'hui, un réserviste, c'est 25 jours par an. Donc, il faut mettre de l'argent pour en avoir plus et passer des accords avec les entreprises pour que le réserviste puisse consacrer 30 jours, 40 jours de l'année en dehors de leur travail pour le service. Ça, c'est une première chose. La garde nationale, c'est quelque chose qui revient très souvent sur le tapis. Mais je voudrais rappeler que les pays qui ont une garde nationale n'ont pas la même histoire que la France. Nous, en France, nous avons un corps armé de l'armée qui participe à la défense interne, c'est la gendarmerie. Et la gendarmerie fait un travail remarquable avec des gendarmes auxiliaires. Et là, je pense qu'il y a quelque chose à creuser sur la capacité d'intégrer cette garde nationale dans la gendarmerie. Et le dernier point, c'est toutes les petites mesures qui sont prises, défense deuxième chance, qui sont faites par les armées en initiative, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de pilote dans l'avion pour savoir ce qu'on va faire sur le service civique généralisé. Oui. Alors on va y revenir dans la deuxième partie de l'émission, après le rappel des titres. À tout de suite. Retour sur le plateau de C'est l'actu. Faut-il rétablir le service militaire obligatoire ? Vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag C'est l'actu. Je vous propose de voir un exemple. C'est l'un des 7 centres. Pour l'instant, il n'y en a que 3 qui sont en activité, qui sont destinés à accueillir ceux qui se portent volontaires pour effectuer leur service militaire. C'est à Montigny-les-Metz et c'est un reportage de Raphaël Tacquart et Christophe Annès. Premier essayage et premiers ajustements. Je veux pas que ça me serre trop, tu vois. Treillis, Rangers, Béret, ces jeunes recrues découvrent le service militaire volontaire. C'est une nouvelle vie qui commence, je suis content d'être ici. Une nouvelle vie pour 90 internes. Au programme des prochains mois, formation militaire mais aussi permis de conduire, diplôme de sauvetage et remise à niveau scolaire.
Ils ne seront pas formés en tant que combattants, il n'y aura pas de combat, il n'y aura pas de tir, il n'y aura pas d'armes. L'objectif étant vraiment l'insertion professionnelle, avec toujours en fond de tableau l'idée qu'on va travailler pour l'entreprise, pour le chef d'entreprise. Nourris, logés, blanchis, ces formations d'une durée de 6 à 12 mois s'adressent avant tout à des jeunes adultes en situation de précarité, en manque de repères. Ça me mènera à quelque chose, je veux dire, ça sera pas rien, quoi. Je veux dire, que je démarre ma vie active mieux, si je m'en sors de là. Oui, c'est moi qui ai voulu. C'est pour l'avenir. À la clé, des stages en entreprise, formation en alternance, voire des contrats. Une première pour l'armée française, aussi encouragée par les parents. Il était au chômage depuis plus d'1 an, il s'enfermait dedans, et là ça lui a redonné un goût à la vie, on dira. Coiffure réglementaire, uniforme, prêt pour commencer la formation. Comme 1000 jeunes devraient intégrer des unités militaires d'ici à 2017. Voilà. Donc c'est un petit peu étonné quand j'ai visionné moi ce sujet ce matin. Est-ce que c'est le rôle de l'armée aujourd'hui d'apprendre à conduire à des jeunes, de les insérer? On parle d'insertion professionnelle, Dominique Jamais. Alors, après, je le disais, je le répète. Quel titre lui donner? Militaire, civique, national. Quelle durée? 6 mois, 1 an? S'agit-il d'intégrer 800 000 personnes chaque année? Forcément, il y aura des exemptions. Non, mais ce qui est certain, c'est que la classe politique, d'une part, et d'autre part, l'ensemble de la population se sont progressivement écartés, éloignés de l'idée suivant laquelle on n'a pas seulement des droits, mais qu'il peut y avoir aussi des devoirs, que le civisme, cela existe, et il serait bon qu'il y ait une période dans la vie de chacun où il ne soit pas seulement receveur, mais où il soit donneur. Ouais, s'agit-il de fournir de l'encadrement? S'agit-il au contraire d'être encadré? S'agit-il de préparer des jeunes gens à la vie en entreprise, ce qui me paraît un peu hors sujet? Ou s'agit-il de faire face éventuellement à des tâches d'aide sociale ou à des tâches de sécurité ou d'encadrement? Je n'en sais rien, c'est à déterminer. Dire qu'est impossible une chose signifie quelquefois simplement qu'on n'a pas envie de la faire. J'y reviens. Est-ce que les crédits qui sont consacrés, considérables, c'est peut-être plus de 6 milliards, qui sont consacrés à la formation ou à l'indemnisation du chômage, ce sont des leurs d'ailleurs en très grande partie, est-ce qu'ils ne seraient pas mieux utilisés à former la jeunesse et à faire en sorte, j'y reviens, parce que vous disiez, le service militaire, ça n'était plus le brassage. Eh bien exactement. Donc il faut revenir au brassage qui était à l'origine le fait du service militaire. Est-ce qu'il y a d'autres occasions où des jeunes adultes peuvent se rencontrer dans la fusion des classes sociales et des communautés? Il n'y en a plus. Voilà. Mais est-ce que c'est pas un mythe? Le vivre ensemble, il n'est pas perturbé par ce qui pourrait être un défaut majeur de civisme, en particulier chez les jeunes. Le vivre ensemble, il est perturbé. Excusez-moi, le vivre ensemble, il est perturbé par le fait qu'il y a ceux qui ont un emploi, il y a ceux qui ont un emploi et ceux qui n'ont pas d'emploi. Mais bien sûr. Et quand effectivement, Madame la députée, vous parlez d'intégration, la seule intégration qui compte aujourd'hui, c'est d'abord l'intégration scolaire. Il faut une école où la réussite pour tous soit enfin au rendez-vous, et il faut une intégration économique, en particulier des jeunes qui sont dans les plus grandes difficultés. Et à ce titre, je reviens effectivement sur les EHPAD. Les EHPAD sont une réponse. Si je comprends bien, tout le monde veut parler, chacun son tour. Si je comprends bien, vous estimez que la France à l'heure actuelle est un modèle du vivre ensemble, et chacun se repassant le paquet ou la patate chaude, on dit que ce que l'école n'a pas réussi à faire, ça ne sera pas non plus à l'armée de le faire. Quand le fera-t-on? Où le fera-t-on? La France n'est pas à l'heure actuelle un modèle du vivre ensemble. La France n'a pas d'école de civisme. C'est quelque chose qu'il faut retrouver sous une forme. Alors, attendez, avant de vous donner la parole, je voudrais savoir. Juste un exemple, s'il vous plaît. Il y a à l'heure actuelle, et depuis les attentats du 13 novembre, 5400 personnes qui ont offert, qui se sont proposées pour faire de l'éducation civique, c'est à ça que ça revient, à l'école. On ne les a pas employées, on n'a pas trouvé à les employer. Est-ce que ça coûte cher? Elles sont gratuites. Est-ce que c'est anormal? Elles sont bénévoles, elles sont volontaires, elles veulent insuffler l'esprit du vivre ensemble là où il n'existe pas. On les a laissées sur le côté, on les a négligées. Il faut changer aussi. Il faut changer aussi l'état d'esprit. On oublie une donnée essentielle, c'est que depuis les attentats,
candidats. Il y a des milliers de jeunes qui se portent volontaires pour intégrer les forces de police, pour intégrer les armées, voilà. Et comme ils n'ont pas toujours les qualifications, ils ne sont pas admis. Mais il ne faut pas dire qu'il n'y a pas un esprit d'engagement chez les jeunes. Les jeunes alors, je voudrais qu'on entende quand même le général qui est quand même le spécialiste et l'expert qui avait quand même... Des questions de défense, pas de la citoyenneté. Le reportage que vous avez montré montre un essai qui est fait sur la base de ce qui se fait en Outre-mer depuis longtemps, le service militaire adapté pour intégrer. Lorsqu'un problème se pose dans la nation et un problème de défense de la nation, évidemment que l'armée se sent concernée en premier chef. Mais il y a plein d'autres initiatives et surtout aujourd'hui, dans la menace que connaît la France, le rôle premier de la défense est de la défendre les armes à la main, que ce soit à l'extérieur ou que ce soit à l'intérieur aujourd'hui. Ceci étant, il y a plein d'autres initiatives citoyennes. Je voudrais en citer une qui s'appelle Espérance banlieue, qui est de la formation des lycées qui sont faits dans les banlieues. Vous trouvez d'anciens militaires là-dedans, bien sûr, de même que dans les épides, on trouve d'anciens militaires. Pourquoi ? Parce que les militaires sont avant tout des gens qui sont au service de leur pays, et quand on leur dit « votre pays est en danger », même lorsqu'ils ont quitté l'uniforme, et j'en suis une preuve sur ce plateau, ils viennent à la défense de leur pays de façon différente. Mais simplement, je voudrais souligner que le ministère de la Défense, son premier rôle, c'est d'abord la défense par les armes. Alors, il y a des unités, vous voyez les pompiers de Paris, nous en parlions tout à l'heure, ou les pompiers de Marseille, ce sont des unités militaires. La gendarmerie, la sécurité civile, ce sont des unités militaires. Donc, il y a beaucoup de militaires un peu partout. Mais je crois que revenir à la citoyenneté, au vivre ensemble comme vous le souhaitez, les armées peuvent y participer et y contribuer d'une certaine façon, en uniforme ou pas en uniforme, mais ça n'est pas le rôle premier. Il doit être pris en compte par l'État de façon différente. Moi, je pense qu'il y a deux choses dans le débat. Il y a l'analyse que nous faisons de la situation. Nous ne sommes pas entièrement d'accord, notamment sur l'état de l'intégration en France. Et puis il y a le système proposé, et si j'ose dire, le système proposable. Le système qui serait réaliste, tout en étant, et là je m'inscris en faux contre vous, ambitieux néanmoins. Vous me permettrez de dire un mot, vous me laisserez rendre un hommage très bref à Edmond de Charleroux, puisqu'on parle de service civique. Voilà, je l'ai entendu un jour, je l'ai rencontré 2 fois dans ma vie, et je l'ai entendu notamment un jour dans un colloque raconter comment jeune infirmière, elle n'avait pas 20 ans. On lui a dit, pourquoi êtes-vous entrée dans la résistance ? Elle a dit, mais j'ai vu des soldats allemands dans la rue, ça s'est imposé à moi. Alors là où d'autres auraient dit, c'est impossible, il y a des soldats dans la rue, je ne dois pas bouger, je dois rentrer chez moi. Elle a dit, ça je ne peux pas. Donc, je vais le faire. Et justement, ceci me permet de revenir sur l'idée de service civique obligatoire. Je suis bien persuadée qu'il y a des tas de jeunes Français qui valent aussi, ils valent les vieux et les moyens. Toute génération se vaut, je crois, tout confondu. Je crois qu'on trouve le même taux de courage et d'engagement, en théorie au moins, dans toutes les générations. Après, il faut quand même que la société leur donne les instruments. Il y a donc beaucoup de jeunes Français qui s'engagent dans le service civique. C'est très bien, c'est parfait. Mais ce que je propose est d'une autre nature. Pour moi, vous cherchiez un nom tout à l'heure, je dirais service national obligatoire. Pourquoi national ? Parce qu'à l'origine du service militaire, vous avez la patrie en armes. C'est quand même la défense de la République aux frontières. C'est la bataille de Fleurus qui a finalement fondé la République. C'est l'organisation du peuple. Et derrière cela, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans la tradition française, dont vous parliez tout à l'heure, je crois, Général, tout à l'heure, il y a un instant, dans la tradition française, on ne laisse pas les armes aux seuls militaires. Le peuple français est le dépositaire naturel, d'une certaine manière, de la force militaire. Et cette tradition a beaucoup de sens dans notre pays. Je vous rappelle, puisqu'on débat beaucoup du droit du sol en ce moment, et de la déchéance, pas le sujet du jour, mais je vous rappelle qu'on a institué le droit du sol au milieu du 19e siècle en France, précisément pour que les étrangers qui étaient dans notre pays depuis un certain temps portent les armes au service de la nation. Donc vous voyez comment tous ces sujets se relient. Et une dernière chose, je propose un service national obligatoire. Alors pour que les choses soient claires, je pense qu'il y a une réalité de la désintégration civique qui ne touche pas que les jeunes, bien entendu. Il y a une réalité de cela. Je pense qu'un service obligatoire, et seulement s'il est obligatoire, est de nature à répondre à cette idée que vous développiez tout à l'heure, que chacun doit quelque chose à la collectivité. Donc on commence par le jeune âge, évidemment, ça a toujours été comme ça. Et la deuxième chose, c'est obligatoire, ce n'est pas le service civique. Je vois que le président de la République a mis en place un certain nombre de dispositifs. On pourrait parler aussi du parcours citoyen. Moi, je pense que le parcours citoyen, c'est quelque chose d'absolument scandaleux. Alors c'est le livret ouvrier du 19e siècle. C'est quelque chose que tout le monde veut parler. Donc, Général, puis après Michel Fils. Je voudrais juste revenir sur un point, pardonnez-moi, Madame la députée, mais l'armée n'est pas un corps à part. Ce sont des citoyens français qui servent en armes. Il a opposé les citoyens
à l'armée, comme vous le faites, Mais me paraît un peu décalé. À l'armée professionnelle. Non, mais je veux dire, c'est quand notre vous dites histoire. les citoyens en armes, mais oui, l'armée, ce sont les citoyens en armes. Non, pas tout à fait. Si, ce sont les citoyens en armes. Alors, ce sont les professionnels, citoyens. oui, ce sont des Pas l'armée professionnels. professionnelle, le service Mais, national, c'était et les alors, parce ce n'est pas du tout qu'aujourd'hui, la on sont a des besoin de professionnels. soldats professionnels pour défendre la France. Bon, écoutez, Et ce sont Général, les citoyens je vais en vous France. citer ce que disait Pierre Jox au cours d'un débat que j'ai eu avec lui sur une autre chaîne. Il disait, mais si on n'avait pas eu les conscrits au moment du putsch des généraux à Alger, c'est pas très bien comment les choses auraient tourné. Voilà la différence entre le peuple en armes et l'armée professionnelle, si vous me le permettez. Je trouve qu'en 2016, parler de la méfiance qu'on puisse avoir encore à cause de l'exemple du putsch des généraux, permettez-moi de citer le général de Gaulle, ce carteron de généraux factieux. Absolument. Bon, ça n'a existait. rien à voir. L'armée de 2016 n'a rien à voir avec ça. Excusez-moi, Général, mais Alors, qui aurait on va pensé en 95 que la France aurait affaire à des problèmes sécuritaires comme elle a affaire aujourd'hui? Qui peut prévoir l'avenir? Alors, Michel Fize et puis après Dominique Jamais. D'abord, il faut quand même rappeler que ce qui a été suspendu en 1996, c'est le service national, puisqu'il ne portait déjà plus le titre de militaire. Même s'il était évidemment essentiellement militaire. La deuxième chose, je me méfie, moi, de l'empilement des dispositifs, qui était quelque chose de bien français. Nous avons un bel outil qui s'appelle le service public, qui ne peut pas d'ailleurs satisfaire toutes les demandes des jeunes. Donc, je me demande comment on va effectivement pouvoir le généraliser. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Il y a des jeunes qui voudraient partir en service civique et qui ne sont pas acceptés. Voilà, qui ne sont pas acceptés parce que bon, c'est un dispositif quand même qui est exigeant. La dernière chose que je voudrais dire, moi je suis contre l'obligation. D'abord parce que l'obligation, c'est pour moi antidémocratique, ça ne correspond pas à l'esprit du temps et que le service civique pour les jeunes marchera d'autant mieux qu'il sera volontaire. Je crois exactement l'inverse. Je ne pense pas. Je crois qu'il marchera d'autant mieux. Vous le rendrez obligatoire. Il est obligatoire et intégré. Vous aurez des jeunes qui freineront de leurs quatre fers parce qu'effectivement, ils n'auront plus le sentiment de faire un choix. Voilà, un choix personnel. La proposition de Marie-Françoise Bechtel et d'un certain nombre de députés s'inscrit de toute évidence, vous ne me contredirez pas, dans le contexte actuel. Bon. Absolument. Tout le monde constate, et tout le monde le dit, mon général, qu'à l'heure actuelle, l'armée française, qui est engagée au combat sur un grand nombre de fronts, est à l'heure actuelle affectée à des tâches en France, en métropole, qui ne sont pas forcément les siennes, et à la fois elle est exsangue, elle manque d'effectifs pour les tâches de combat qui lui sont assignées, et elle est au bout de ses ressources, de ses limites en matière de sécurité. Comment se fait-il que dans un pays comme la France, il n'existe plus aucune force d'encadrement supplétive qui puisse décharger, qui puisse soulager l'armée de tâches qui ne sont pas les siennes et remplir des tâches d'encadrement, de sécurité qui sont nécessaires à l'heure actuelle? On s'est aperçu qu'il y avait une faille béante. Comment la combler? Est-ce que c'est en augmentant les effectifs de l'armée? Est-ce que c'est en rétablissant une forme de service auxiliaire, accompagnateur, civique, national, appelez-le comme vous voulez? Je crois plutôt, moi, comme ma voisine, comme Marie-Françoise Bechtel, je crois plutôt à l'obligation, et je ne crois pas qu'il faille forcément dégager les gens de telle ou telle mission sous prétexte qu'ils n'ont pas envie de l'accomplir. Oui, mais enfin, ça c'est une décision de détail. Ce qui est certain, c'est qu'à l'heure actuelle, l'armée française ne dispose pas d'effectifs adaptés à la demande, et il faut trouver une solution. Adaptés à la demande et à la menace ou pas? Est-ce que la guerre est la même aujourd'hui? Je maintiens le fait que la mission de défense est de défendre par les armes. Donc, vers l'extérieur, vers l'intérieur. Je suis assez d'accord avec vous sur le fait que la mission Sentinelle ne va pas pouvoir durer éternellement. Exactement. Elle pèse beaucoup sur les armées et en particulier sur leur mission extérieure. La question que vous posez est un problème un petit peu différent, encadrement, citoyenneté, etc., que les militaires y participent souvent d'ailleurs après avoir quitté le service actif. C'est très fréquemment le cas parce que leur mission première, pour des gens qui ont pendant 30 ans ou 40 ans servi leur pays, c'est de continuer à servir leur pays. Même quand ils ne portent plus d'uniforme. Oui. En revanche, ce que je conteste, c'est le fait qu'on puisse donner ce type de mission intrinsèquement au ministère de la Défense. Parce que là, on est obligé de prendre des budgets. Alors, soit on augmente de façon importante le budget de la défense, ce qui est une option. Hein. C'est envisageable. C'est envisageable. Et au lieu d'avoir 40 000 réservistes, on a 100 000 réservistes. On a une garde nationale de 50 000 soldats dont je dis qu'elle
logiquement, pour la défense intérieure, elle serait plus proche de la gendarmerie que des armées. Pourquoi pas? C'est une option, mais là, on ne règle pas le problème de la citoyenneté. Voilà. On règle le problème de la défense. De la défense, voilà, c'est ça, oui. Michel Fils, sur la citoyenneté. Qu'on devrait regarder un petit peu les expériences étrangères. Là, je regarde la Suisse, par exemple. Moi, je verrais très bien, puisque vous voulez une obligation, un service civique obligatoire pour tous les citoyens de 18 à 50 ans, qui donnerait effectivement quelques semaines de leur temps pour constituer, et je rejoins ce que disait Dominique Jamais, une sorte de garde civique. Ce ne seraient pas des professionnels de l'encadrement. Alors évidemment, on les formerait pour faire ces tâches de surveillance des bâtiments publics. Voilà, mais ça permettrait de résoudre la question effectivement supplétive que je crois vous abordez à juste titre. Le service peut être échelonné. Oui, je suis heureuse que vous veniez sur l'idée d'obligation. Toutes les générations. Mais on peut tout. Ce que je voulais dire, c'est que je lance maintenant une initiative. Je demande qu'il y ait un groupe de travail à l'Assemblée nationale au sens de l'Assemblée, que nous auditionnons sérieusement toutes les personnes concernées et que nous puissions déboucher sur une loi de programmation qui permettrait, dans le temps, de dégager les budgets nécessaires pour pas à pas. Alors je crois que c'est plutôt autour de 600 000 jeunes qu'il faudrait intégrer en comptant les exemptés. Naturellement, nous comptons les filles et les garçons, il va absolument sans dire. Le service est universel, ne pourrait pas naître autrement de nos jours. Et donc, arriver progressivement à fixer dans une loi de programmation quel est l'effort budgétaire qui serait nécessaire. Et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, en face de cet effort budgétaire, nous mettons les effets induits. C'est-à-dire ce que ces mêmes jeunes coûtent en chômage ou en délinquance, d'ailleurs, pour une bonne partie d'entre eux. On fait bien l'équilibre entre tout cela. Et je soutiens, moi, qu'un grand pays comme la France, dont le taux d'évasion fiscale avoisine des sommes que je n'ose même considérer, doit pouvoir arriver aujourd'hui, où il lutte d'ailleurs efficacement contre cette même fraude, en faisant rentrer quelques milliards dans les caisses de l'État. Il doit pouvoir, un pays comme la France, qui est devant des problèmes de sécurité considérables. J'apprends à l'instant que le président de la République, ce que je n'aurais pas imaginé il y a encore quelques jours, appelle peut-être à une prolongation de l'état d'urgence. Oui. Vous savez que ça en dit long sur l'état de notre pays. Oui. Et j'en termine en disant que la protection civile, les pompiers, les secours, est un débouché naturel qui d'ailleurs fait le lien un petit peu entre l'obligatoire et le volontaire, parce que je suis sûre que beaucoup de jeunes à qui on dirait vous devez une obligation à la collectivité iraient volontiers vers la protection civile, où les besoins, à l'évidence, vont être considérables. Vous voyez, il faut être, je crois, à la fois réaliste et ambitieux. Oui, je crois qu'effectivement, on a deux sujets. Vous avez raison de le souligner en citant l'état d'urgence. La menace est toujours là et va continuer à être là pour longtemps. Oui. Si l'État islamique, après la réunion des ministres de la Défense hier, montre quelques faiblesses sur le terrain, si le califat peut disparaître de Raqqa et de Mossoul, ça ne sera pas la fin du combat. Il y aura un combat chez nous, un combat en Libye, un combat dans la bande sahélienne. Donc la menace et pour longtemps devant nous. Donc mon souci, moi, militaire, c'est de savoir comment s'organiser pour cette défense. Et c'est là où je reviens sur les moyens nécessaires, sur les budgets nécessaires pour cela. Et nous avons un deuxième sujet, qui est le problème de notre société, qui est un autre sujet, dans lequel je dis que les militaires, et en particulier ceux qui ont quitté le service, peuvent peut-être y participer, mais qu'aujourd'hui, on n'a déjà pas assez de moyens pour défendre le pays. On ne va pas en plus prendre une partie de ces moyens pour la citoyenneté. Donc, je pense que la réflexion que vous voulez mener, la réflexion que vous voulez mener me paraît tout à fait excellente, parce qu'il faut se poser des problèmes de fond sur un système qui n'existe pas aujourd'hui et qu'il faudrait peut-être inventer. Je n'ai pas l'idée de créer d'un claquement de doigts quelque chose qui à la fois coûte cher et qui demande beaucoup de réflexion. Mais vous dites qu'il y a une réflexion à engager aujourd'hui. Oui, parce que mais étant entendu, si vous le permettez, qu'on ne peut pas dissocier le civique, le militaire, du scolaire, de l'économie et du social. Vous avez absolument raison. Le problème de l'intégration, c'est un problème économique. Je suis d'ailleurs pour une entrée massive de l'éducation nationale, éventuellement, dans ce système. Vous disiez tout à l'heure très justement que ce n'est pas à l'armée de tout faire dans ce pays, c'est vrai. Néanmoins, je vous rappelle quand même qu'autrefois, tous les jeunes, non seulement avaient le test d'illettrisme, qui était très utile, mais en plus apprenaient à conduire, ce qui est très cher. Moi, je représente un département pauvre, l'Aisne, c'est très cher. Vous savez, pour les gens qui sont dans ce périurbain ou ce péri-rural, ils vont à Pôle emploi, on dit vous pourriez aller là, mais il faut faire 30 km en prenant la voiture. Et ben ils n'ont même pas de quoi se payer le permis. Donc il faut quand même voir les choses aussi comme elles sont. Non, enfin là, les régions peuvent faire quelque chose. Non, mais là, c'est vrai, c'est juste. Et les départements parfois. L'armée peut apporter des éléments complémentaires, bien centrés, touchant effectivement aux possibilités d'emploi. Elle ne peut pas tout faire. J'en conviens volontiers avec vous. Ce qui est sûr,
c'est que nous sommes à tout point de vue dans l'urgence. On est dans l'urgence. Mais il faut quand même réfléchir. Ah, mais Prendre le temps de ça n'est réfléchir. pas interdit. Voilà, on a posé la question sur notre compte Twitter et la réponse, souhaitez-vous le rétablissement du service militaire? On l'avait employé obligatoire. 65% oui, 35% non. Je vous rappelle que c'est une consultation. Donc, oui, un beau plébiscite au passage pour les armées. Absolument. Deuxième fois, Bah, dont on reconnaît, mais encore une fois, les armées ne peuvent pas tout faire. Peuvent pas faire, tout, comme vous le soulignez. mais effectivement, on a un peu l'impression que c'est le dernier recours. C'est le dernier recours, mais ouais. pour la défense du pays, pas forcément pour la formation. L'information des citoyens. Merci à tous les quatre. À suivre le journal et Audrey Crespo-Marin.